Vincent Pomarède, directeur de la médiation et de la programmation culturelle du Louvre, que je remercie grandement d'avoir accepté d'intervenir à notre 24 heures, a osé poser une question pas banale. Peut-on rire de Michel-Ange? Et pour répondre à la question, il va nous montrer une série d'images qui témoignent aussi de la persistance du mythe de Michel-Ange dans la culture contemporaine. Avec son habituelle maestria, il va nous les commenter en nous parlant de l'art du détournement et de la parodie. Je lui laisse la parole. Merci Monica. Bonjour à tous et à toutes. Merci surtout d'être venu en plein après-midi d'un dimanche avec Roland Garros, avec l'équipe de France qui s'en va à Moscou, avec plein d'actualités. Le fait de venir au Louvre et de venir pour la clôture de ces 24 heures avec Michel-Ange, enfin presque la clôture, puisque vous savez, on projette un film sur sa vie à la fin de cette journée, me touche beaucoup et va vous permettre, j'espère, de passer un moment, je dirais, détendu. Pour ceux qui étaient présents à la conférence précédente, la transition va peut-être être un tout petit peu rude, dans la mesure où la lecture des poèmes et des textes de Michel-Ange qui a précédé cette conférence était un très très beau moment d'émotion et de tension poétique. Et je voudrais d'ailleurs partir de là, c'est-à-dire partir de cette personnalité de Michel-Ange, pour tenter de répondre à cette question: peut-on rire avec Michel-Ange? Peut-on rire de Michel-Ange? Peut-on rire de ses œuvres? Pour ceux qui suivent un peu nos 24 heures avec, depuis ces dernières années, vous savez que j'ai parfois l'occasion de venir pour évoquer ainsi la notoriété, le succès des grands artistes ou des grandes personnalités que nous étudions à travers l'humour, à travers la manière dont les comiques, les dessinateurs, les caricaturistes ont pu s'emparer en fait des grands hommes. Et évidemment, Michel-Ange, lorsque on s'attarde un peu sur sa personnalité, apparaît être une personnalité qui ne donne pas vraiment franchement envie de rire. Comme vous le savez, il a été très souvent présenté comme un artiste mélancolique, comme un artiste solitaire, comme un artiste misanthrope, qui avait des côtés parfois violents et en tout cas qui se mettait un peu hors du monde. Cette personnalité mélancolique, en principe, n'attire pas forcément l'humour, n'attire pas forcément le rire, contrairement à d'autres grands génies qui, eux, étaient au contraire dans le monde, étaient insérés dans leur époque. Je pense à Léonard de Vinci, par exemple, qui, tout jeune, était un très bel homme, qui chantait, qui participait à des fêtes, qui était un personnage à la fois mondain et célèbre pour son esprit. Très, très clairement, Michel-Ange, pour ses contemporains, ce n'était pas du tout la même personnalité. C'était évidemment un homme que l'on ressentait comme assez sauvage et lui-même se mettant un peu hors du monde. Alors, cette image est très célèbre, hein, c'est une image qui est un détail de la célèbre école d'Athènes de Raphaël qui se trouve au Vatican et qui montre donc tous ces grands philosophes et artistes grecs qui sont représentés pour quelques-uns d'entre eux sous les traits de personnages de la Renaissance. On a dit que le personnage qui se trouve au centre de la composition, qui est avec cette toge orange-rouge, qui représente Platon, serait un portrait de Léonard de Vinci. Et Michel-Ange, lui, il est représenté ici. Il est traditionnellement évoqué comme étant, comme représentant le personnage d'Héraclite, le philosophe du VIe siècle grec qui était célèbre pour son pessimisme, pour son regard sur le monde, qui était un regard assez dur. Et c'est sous ces traits, c'est sous les traits de Michel-Ange que Raphaël avait choisi de représenter ce contemporain pour incarner Héraclite. Il est dans la posture typique des personnages mélancoliques. C'est un poncif que l'on connaît depuis la Renaissance que de vouloir représenter ainsi, avec la tête appuyée sur une des deux mains, un personnage qui est à la fois songeur, qui est replié en lui-même, et c'est traditionnellement la représentation du mélancolique qui est ainsi reprise. Lorsque l'on voit la manière dont ses contemporains l'ont représenté, on voit qu'ils ont beaucoup insisté sur ce visage émacié, ce visage d'ascète,
de quelqu'un dont on a l'impression qu'il se brûle en lui-même, qu'il est à l'intérieur de lui-même, dans ses pensées, dans la force de sa création, dans son rejet aussi d'un certain nombre de valeurs du monde, de plaisirs du monde, de portraits de lui qui ont été réalisés par des contemporains. Deux autres qui sont une sculpture et un dessin exécutés par Daniele da Volterra, qui a été un des artistes qui l'a approché et qui le représente là aussi avec un regard à la fois doux mais mélancolique, un peu perdu en lui-même. Et c'est clair que lorsque l'on regarde ses écrits, et il y a quelques instants, pour ceux qui étaient là, vous avez eu la chance de les entendre. Ce sont des textes qui sont toujours des textes très, très forts, qui parlent de la douleur, qui parlent de la mort, qui parlent de la solitude. Vous avez 3 ou 4 exemples ici de ces textes qui montrent un aspect du personnage qui n'a évidemment rien de risible, rien de drôle, et qui, en principe, a priori, n'aurait pas dû attirer les caricaturistes ou les humoristes. Le voici à nouveau représenté par Daniele da Volterra, avec en plus cette dimension très particulière chez lui, qui est cette homosexualité qui a été beaucoup commentée, qui de son vivant n'était peut-être pas forcément très connue et très divulguée, mais qui de fait existe et qui le plaçait à son époque aussi en marge d'une certaine société. On connaît ces sonnets tout à fait extraordinaires qu'il adressait à un homme qu'il aimait, qui là aussi parle de la douleur d'aimer, parle des difficultés d'aimer. Enfin, vous voyez, on est toujours dans cette réalité qui est une réalité douloureuse, qui est une réalité solitaire, et qui, d'une manière générale, l'a fait représenter par ses contemporains presque comme un moine, comme un ascète, comme un prêtre. Vous l'avez ici dans son atelier, représenté par un artiste italien qui s'appelle Cazzini, qui le montre presque en prière, quelque part, dans son atelier solitaire, avec quelques œuvres d'art qui l'entourent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les artistes des autres générations, on peut penser évidemment à Eugène Delacroix, qui lui aussi était un personnage mélancolique, misanthrope, même s'il avait parfois une vie mondaine très remplie, représente des années, des siècles plus tard, Michel-Ange tel qu'il pouvait l'imaginer dans son atelier. Et vous voyez qu'il reprend cette figure du mélancolique, assis dans son atelier, la tête appuyée sur son bras, et avec cet aspect à la fois songeur, replié en lui-même et quelque part rejetant l'humanité. C'est évidemment une œuvre tout à fait intéressante pour nous, puisqu'elle montre comment les gens du 19e revisitent en fait cette personnalité de Michel-Ange avec le romantisme. Ce tableau se trouve à Montpellier au musée Fabre. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Michel-Ange, la littérature ou la bande dessinée, puisqu'ici il s'agit de 2 bandes dessinées qui sont tout à fait contemporaines, qui viennent de paraître ces dernières années, évidemment, on pense à la mort, on pense aux damnés. Enfin, vous voyez qu'il y a tout autour de lui, il y a toute cette réalité qui fait que sa personnalité n'est pas véritablement une personnalité qui prête à rire en soi, d'où le titre de mon intervention aujourd'hui, Peut-on rire avec Michel-Ange, lorsque l'on voit cette personnalité, la manière dont on l'aperçoit aujourd'hui, et le fait que cet homme impressionne, mais qu'il impressionne aussi en mettant une distance avec les gens, tellement il s'est lui-même mis hors de son siècle et hors de sa société. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de voir ce film, pour ceux qui pourront rester à partir de 18h, puisque nous allons projeter ce film qui raconte ces moments où Michel-Ange peint la chapelle Sixtine, avec tous ces moments de douleur et de difficulté qu'il rencontre, ces moments aussi de confrontation très, très forte avec le pape Jules II, qui, c'est un paradoxe, est joué par Rex Harrison, que vous avez sur l'affiche qui se trouve à droite de l'écran. Rex Harrison qui chantait dans My Fair Lady avec évidemment un personnage tout à fait différent de celui du pape Jules II que nous voyons ici. Et lorsque le réalisateur essaye de saisir cette personnalité de Michel-Ange, voilà comment il demande à Charlton Heston de jouer ce personnage avec cette violence, avec ce visage complètement déformé aussi par la peinture qui lui tombe dessus, car il peint son plafond avec la tête à l'envers, et donc la peinture lui tombe du pinceau sur
le visage. Voilà ce côté très tourmenté que dans les années 60, les réalisateurs hollywoodiens avaient encore en tête lorsqu'ils parlaient de Michel-Ange. Dans le film, d'ailleurs, vous le verrez, on le voit au travail et il y a une description très précise de la manière dont il réalise à fresque ce fameux plafond de la chapelle Sixtine que nous allons revoir tout à l'heure déformé d'une manière tout à fait extraordinaire. Alors, devant tout ça, peut-on rire avec Michel-Ange? Et c'est toute la question de cette intervention. Gardez bien cette image dans la tête et regardez un petit dessin qui est un dessin qui a été une illustration pour un ouvrage pour enfants pour expliquer les grands génies de la Renaissance. On a l'impression que le dessin a été calqué sur l'image précédente, mais évidemment, il y a ce petit clin d'œil, il peint au rouleau et pas avec les techniques du pinceau traditionnel. Tout d'un coup, on se dit, tiens, voilà, les humoristes, au fond, ne se font pas avoir par cette vision que l'histoire a construit de la personnalité de Michel-Ange. Ils n'ont pas peur de rire de ce personnage, de cette personnalité. Et tout simplement parce que c'est quelqu'un de très connu et que par définition, un humoriste, un caricaturiste peut s'attaquer, peut rire avec toutes les personnalités, quelles qu'elles soient. Et évidemment, ils ne s'en sont pas privés, mais je dirais que cette personnalité un peu misanthrope et complexe de Michel-Ange les a peut-être moins attirés que son œuvre. Et autant on trouve beaucoup de détournements de ses œuvres, de caricatures de ses œuvres, autant les dessins ou les images qui parlent de lui en tant que personne sont quand même finalement assez rares. On a évidemment dans des dessins animés pour enfants, c'est le cas ici, de ce dessin animé qui présente les grands génies de la Renaissance et les techniques de la peinture durant la Renaissance. On voit Léonard de Vinci qui est en train d'apprendre à des enfants à travailler à fresque. Donc évidemment, on donne une image du peintre très, très différente de celle que nous venons de voir à travers ces différents portraits. D'ailleurs, beaucoup d'ouvrages pour enfants dans les années 40, 60, 70 ont utilisé l'image de Michel-Ange. Alors cette fois pas de manière comique, de façon beaucoup plus pédagogique, mais on le voit en train de travailler, on voit ses œuvres ici, ce qui montre qu'il y a eu vraiment un désir de la part des dessinateurs, des artistes, de sortir de ce personnage de misanthrope pour le rendre plus accessible et pour éventuellement l'utiliser à des fins pédagogiques ou à des fins de détente ou d'humour, comme ça a été le cas avant. En revanche, des dessins comme celui-ci sont très très rares. Alors, lisez tranquillement, ne vous affolez pas, tout va bien. Il se trouve qu'on fait très souvent référence à la petite du David de Michel-Ange, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, ou du Adam dans la fresque de la chapelle Sixtine. Et là, c'est un des rares dessins qui se moque de Michel-Ange, évidemment avec cet anachronisme du coup de téléphone, avec ce clin d'œil à ces discussions nombreuses sur l'anatomie de ces grandes sculptures, et particulièrement du David ou des esclaves qui nous entourent. Mais c'est très rare ça, parce qu'effectivement, on a l'impression quand même que par rapport à d'autres grands auteurs, à d'autres grands artistes, où les humoristes n'hésitent pas à prendre les défauts de ces créateurs et de façon très, très violente parfois, ou très amusante ou grinçante, à insister sur leurs défauts. Là, c'est un des rares exemples où en fait on part de cette personnalité un peu nerveuse, un peu agressive, misanthrope de Michel-Ange pour ainsi la mettre en scène dans cette petite scénette qui fait référence à des critiques qui avaient été portées à certaines de ses œuvres. Donc c'est un peu une rareté et heureusement. Juste pour le plaisir, parce qu'il faut quand même ne pas perdre de vue des choses importantes, Michelangelo, dans la série célèbre des Tortues Ninja, c'est lui. Et on est très loin, évidemment, de tout ce qu'on vient de voir. Vous le savez, ces tortues ont des noms de grands artistes, entre autres Leonardo et Michelangelo. Alors vous avez Michelangelo devant vous, qui montre effectivement la notoriété de ces grands génies de la Renaissance qui sont reprises par les dessinateurs, et de manière complètement abstraite, parce qu'il n'y a aucun rapport avec la peinture, il n'y a aucun rapport avec la Renaissance, il n'y a aucun rapport avec Michel-Ange, sauf son nom, la notoriété de son nom, la référence à l'Italie, évidemment. Et c'est clair
clair que pour une certaine génération qui s'est intéressée à ces tortues ninja, peut-être ne savait-il pas même que c'était des noms de peintres qui avaient été donnés à ces célèbres tortues aventurières. Alors, maintenant, nous allons regarder là où l'humour s'est évidemment placé, c'est-à-dire ses œuvres. Parce que, évidemment, à partir du moment où cette personnalité était un peu difficile à manipuler pour un humoriste, et où donc il fallait trouver d'autres solutions, d'autres options, en fait, c'est la notoriété de ses œuvres, c'est cette célébrité universelle, c'est aussi le côté très sérieux, très pompeux de certaines de ses créations. Et puis c'est le fait aussi que Michel-Ange étant un génie, les humoristes aiment bien s'attaquer aux œuvres de génie. Certaines de ces œuvres ont fait l'objet de détournements absolument invraisemblables et je dirais quasi systématiques, ce qui est évidemment très surprenant. Bon, Gueluc, nous aurons l'occasion de le revoir tout à l'heure, il aime bien Michel-Ange. Donc là, il parle des plafonds et c'est assez amusant parce que sur Internet, ce dessin qui a été publié plusieurs fois dans des albums différents de ce dessinateur a été souvent transformé en paillasson ou en tapis et on voit des gens qui passent sur lui, ce qui fait que sa phrase, évidemment, tombe à plat dans ces montages amusants qui ont été faits. Alors, il fait référence, évidemment, à la chapelle Sixtine, à cet immense décor commandé par le pape Jules II et que Michel-Ange a mis des années à peindre quasiment tout seul. Et il fait référence plus particulièrement au plafond sur lequel nous allons nous attarder un petit moment. Voilà un autre plan de la chapelle Sixtine et voilà un dessin qui se moque un peu de la complexité, du côté foisonnant de ces personnages avec Michel-Ange qui parle au pape et qui lui dit peut-être que j'ai été trop loin et c'était mieux. Alors sur le RAW, c'est-à-dire sur l'esquisse, sur les dessins préparatoires, c'était mieux que ce que ça donne dans la réalité où c'est trop foisonnant. Donc on a ce regard des artistes sur cette immense composition. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à sans doute la partie la plus célèbre du plafond, de la voûte, qui est le Dieu et la naissance d'Adam. Donc vous voyez ici un plan plus rapproché, donc le moment où Dieu crée Adam et lui donne à la fois la vie et en lui créant la vie, crée en même temps la race humaine bien sûr. Et nous voici donc directement confrontés à la réalité, c'est-à-dire que à partir du moment où cette image est très célèbre, vous la voyez, hein, avec Dieu qui vole dans le ciel, Adam sur la terre, cette rencontre de deux mains qui se touchent à peine, à partir de là, évidemment, cette image est tellement célèbre que tout le monde s'en empare. Alors, les gens s'en emparent de manière sérieuse, parce que là, quand il choisit ce détail de la rencontre entre E.T., l'extraterrestre, et le petit garçon dans son film E.T., évidemment, Steven Spielberg, il pense à la rencontre entre Dieu et Adam. Il y a une espèce de fausse image, de métaphore, en fait, entre E.T., ce personnage qui vient de l'au-delà, qui vient d'une autre planète, et puis l'image de Dieu, avec cette rencontre. Et évidemment, l'idée de ne pas aller trop loin dans la suggestion, en gardant juste les mains, et en laissant de côté la référence trop directe qu'on aurait pu imaginer à la fresque de Michel-Ange. Mais c'est une réalité. De fait, on voit très bien la relation et on voit aussi très bien la signification que Spielberg a voulu lui donner entre le surnaturel, entre non pas l'au-delà, mais au-delà des étoiles et la race humaine. On retrouve cette idée. Et par ailleurs, bon, comme vous voyez, après ça dégénère parce que évidemment, E.T. rencontre le personnage lui-même de Dieu dans ce dessin caricaturé qui est assez amusant. Et vous pouvez voir un détail qui va revenir dans toutes les images que je vais vous présenter maintenant, qui est l'hésitation des dessinateurs, soit à ne traiter que la partie de gauche. Ici, vous voyez que la partie gauche, c'est E.T. et c'est lui qui est évidemment l'intrus et qui est caricaturé. Mais la partie droite, elle est intacte. Vous avez non seulement Dieu intact, mais également tous les petits anges qui sont dans son manteau, qu'on retrouve. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose avec laquelle, enfin, c'est un détail avec lequel les dessinateurs vont évidemment s'amuser. Autre film peut-être moins connu, mais qui a eu en son temps un certain succès, avec Jim Carrey, qui raconte l'histoire d'un homme un peu disjoncté, qui est joué par Jim Carrey, qui parle avec Dieu, qui lance un défi à Dieu, puis tout ça, évidemment,
part en vrille à travers le film. Et aussi bien l'affiche anglaise que l'affiche française ont utilisé exactement le même principe que E.T., mais évidemment avec un propos très très différent, cette fois pas aussi, j'allais dire presque métaphysique que Spielberg avait voulu faire, mais un propos plutôt comique, où on voit réapparaître, non pas Dieu cette fois, puisqu'il est caché, mais Adam, qui est donc Jim Carrey dans son nuage, qui touche le doigt de Dieu. Donc la référence est directe, on comprend très bien quand on voit le film pourquoi est-ce que l'affiche parle très bien du film, et le détournement, il n'est peut-être pas forcément perceptible par des gens qui ne connaissent pas forcément très bien l'histoire de l'art, mais il est quand même très net. À partir de là, tout le monde s'est emparé de ce fameux plafond et particulièrement de ce détail de Dieu et d'Adam. Alors on va voir quelques exemples. Le premier, ça reste encore normal, c'est-à-dire que je dirais que c'est assez logique. On a l'oncle Picsou, vous voyez que là c'est un dessin entièrement, donc les petits anges sont remplacés par Riri, Fifi et Loulou, et puis Adam c'est le pauvre Donald qui est là, et tout ça évidemment reprend la fresque avec même les détails et les défauts de la technique de la fresque dans le fond, et évidemment voilà, l'image elle s'impose d'elle-même, on comprend très bien le détournement. On a un peu plus de mal à comprendre ce que les studios Disney ont voulu dire avec ça, parce que là, c'est quand même un peu plus compliqué à comprendre. On a quand même ce brave Pluto qui est là, qui, évidemment, la truffe frémissante, regarde la main de Dieu, mais en fait, c'est vraiment l'image de Dieu qui est à droite, c'est-à-dire c'est pas un détournement comme dans le dessin précédent, où les gens avaient redessiné entièrement la partie de droite. En fait, la partie de droite, elle est intacte, et vous voyez qu'il y a les petits anges, qui sont les anges originaux dans le manteau de Dieu. Donc, on voit que là, ce détournement, il est une sorte de clin d'œil, en quelque sorte, qui n'a plus vraiment de signification, hormis le fait de jouer avec l'image et avec un personnage, évidemment, très, 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 très célèbre. Alors, la liste est longue, et la manière dont les dessinateurs s'emparent de cette image est parfois logique, si je puis dire. Par exemple, ici, évidemment, c'est le Muppet Show. Donc Adam, c'est Kermit la grenouille, ça paraît assez logique quand on connaît non pas le dessin animé, mais enfin les épisodes du Muppet Show. Le dieu qui est au milieu est entouré de personnages du Muppet Show, donc on voit aussi le traitement de ces anges qui a été entièrement repris. Mais le personnage central, en fait, c'est le créateur du Muppet Show, c'est Jim Henson, qui est ce cinéaste et marionnettiste de génie qui a en fait inventé le Muppet Show et qui a également été à l'origine de beaucoup de créatures dans différents films de science-fiction. C'est Jim Henson qui en fait devient Dieu et qui est le créateur évidemment de tous ces personnages. Ça, c'est quelque chose qui va être assez fréquemment utilisé. Nous allons le revoir par exemple ici avec cette parodie de Star Wars, où c'est Darth Vader qui est en bas, l'image n'est pas forcément d'une très très belle qualité, mais en fait le personnage qui est Dieu, c'est George Lucas, le réalisateur, qui est représenté donc comme Dieu, qui a créé toute cette série de personnages dans la série Star Wars, la guerre des étoiles, qui permet de montrer qu'il y a ce créateur qui n'est pas Dieu, mais qui est celui qui crée des personnages à travers les films. Et puis évidemment, ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer, et Luke Skywalker rencontre la princesse Leia. Alors pourquoi est-ce que c'est la princesse Leia qui devient Dieu et qui tend la main à son frère, dont d'ailleurs pendant un grand moment elle ne sait pas que c'est son frère? Tout ça est quand même assez décalé. On voit que le seul plaisir qu'ont les gens qui créent ces images, c'est simplement de partir de cette œuvre très célèbre de Michel-Ange, de la détourner et de mettre en avant des personnages qui sont devenus eux aussi des personnages un peu mythiques, cette fois de l'histoire du cinéma. Alors on peut comme ça multiplier les choses à l'infini. J'ai pris quelques exemples volontairement pour montrer la multiplicité, parce qu'il y en a des centaines de traitements des personnages de dessins animés, du cinéma, etc., qui ressurgissent. Ici, c'est Dragon Ball Z, avec ce personnage de Son Goku qui est ici à droite, qui est représenté en Dieu, ce qui, là aussi, est un peu étrange, que normalement, on aurait pu imaginer une composition différente. Batman a aussi les a inspirés. Alors, cette fois, c'est très, très curieux, parce qu'il n'y a plus de rencontre entre les mains de Dieu et de Adam, mais on montre évidemment le symbole de Batman qui est dans le ciel, puisque
vous savez, dans les films, on allume un projecteur qui appelle Batman quand il y a des méchants qui sont en train de faire du mal dans la ville de Gotham. Donc évidemment, c'est ce projecteur qui là est en quelque sorte le héros, avec une réinterprétation, parce que vous voyez, c'est pas l'œuvre originale, hein, c'est un artiste qui a travaillé, qui a réinterprété en fait le personnage de Dieu et le personnage de Adam. Mario, parce qu'on ne pouvait pas le rater, évidemment. Et là, on retrouve le thème du créateur, puisque c'est son créateur, Miyamoto, qui est le personnage représenté à la place de Dieu, et le petit Mario, qui est là avec sa petite feuille de vigne, qui se trouve donc à gauche de la composition. Et évidemment, inévitablement, parce que je pense que ces dessinateurs ont absolument tout fait, les Simpsons, avec cette fois Homer Simpson, qui est là tout petit, tout jeune, créé par Dieu. Et le personnage d'Homer Simpson, évidemment, ne pouvait pas échapper à cette série qui a marqué tous les dessinateurs et tous les grands personnages. D'ailleurs, le thème est un peu récurrent parce que, comme vous le voyez, à un moment dans un épisode, les Simpsons visitent en fait un lieu où se trouve conservée la chapelle Sixtine, où se trouve conservé le tableau de Michel-Ange. En fait, c'est pas dans la chapelle Sixtine, c'est dans un musée. Il y a une espèce de faux d'anachronisme et d'erreur volontaire, mais vous voyez qu'on retrouve en fait ce sujet plusieurs fois dans leur œuvre. Et évidemment, quand on est un créateur important, quand on est un dessinateur important, un studio de cinéma ou de dessin animé, voire quand on a des produits à vendre, eh ben, il faut évidemment éventuellement utiliser ce sujet. Vous voyez, les Playmobil ont utilisé cette image qui est une image très simplifiée, évidemment, on peut comprendre pourquoi, mais enfin qui permet de retrouver en fait les grandes idées. C'est particulièrement les deux mains qui se touchent. Et puis, très très curieusement, une image qui avait totalement disparu d'Internet, qui avait totalement disparu des lieux où les images circulent aujourd'hui, a ressurgi au moment où le film Valérian de Luc Besson est sorti, c'est-à-dire il y a très peu de temps, l'année dernière. Tout d'un coup, on a retrouvé cette image, qui est une image tirée d'un album, où Christin et Mézières, les deux dessinateurs et scénaristes de Valérian, qui avaient travaillé sur cette bande dessinée dans les années 70, avaient eux-mêmes joué avec cette image, mais alors en la détournant d'une manière très très particulière, puisqu'on est très très éloigné cette fois de la réalité, de la mise en scène de Michel-Ange. Ce sont deux images qui se télescopent, mais il est intéressant de voir que cette image a ressurgi alors qu'elle avait totalement disparu et qu'on l'avait oubliée, puisque les albums qui ont été lus par toute une génération qui était la mienne n'étaient plus aussi à la mode que ça, mais avec la parution du film, tout d'un coup, cette image a ressurgi. Et il y a à l'heure actuelle une série de films de héros qui s'appelle Deadpool, pour parler correctement. Et bien, vous voyez qu'eux aussi, ils ont déjà, le Deadpool 2 vient de sortir, hein. Donc ils se sont déjà emparés de ça en ayant fait eux-mêmes leur propre version. Alors ces versions, on les trouve sur Internet, on les trouve parfois dans certains ouvrages. Parfois, ce sont des dessins qui ont été utilisés à l'intérieur de comics ou à l'intérieur de bandes dessinées. Il y a des origines extrêmement variées, mais comme vous le voyez, c'est clair que quand on accompagne la sortie d'un film, ben, automatiquement, cette image, on finit toujours à un moment ou à un autre par la retrouver. De la même manière que la publicité s'en sert sans arrêt. Donc là, évidemment, c'est pour une marque de pizza, mais là aussi, j'aurais pu multiplier les exemples, hein, parce qu'on en a de très très nombreux. Ça, c'est pour une bière, si ma mémoire est bonne, donc on retrouve exactement la même chose. C'est pas d'une très belle qualité, mais enfin, en tout cas, ils ont pris la même idée. J'avais pas réalisé que le Café San Marco avait fait pareil. En fait, on s'en rend pas compte, alors que c'est une publicité qu'on a tous vue, mais on n'avait pas forcément fait attention au fait que Dieu était là, d'ailleurs sans Adam, mais enfin, en tout cas, Dieu était sur cette publicité du Café San Marco. Et Nokia, ben voilà, lui aussi n'a pas hésité. Évidemment, le thème étant Connecting People, l'idée d'avoir deux doigts qui se rendent compte, on était en plein au cœur du sujet, et bien évidemment, l'affaire était facile, d'autant que là, ils se sont juste contentés d'utiliser la photographie de l'œuvre de Michel-Ange sans la détourner, mais en mettant évidemment leur logo à côté.
Et puis, il y a des images très bizarres qui surgissent, qu'on ne comprend pas très bien. Alors, cet homme dans cette 2 chevaux qui est à un péage, qui tend sa carte ou un billet à quelqu'un qui est dans le poste de douane. On ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que tout ça s'est mis en place de cette manière. Et les gens deviennent fous. Là, je pense que c'est un fou qui a fait ça, mais c'est assez extraordinaire. C'est avec des quartiers d'orange. Donc, on a du mal à... Quand on voit l'image tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est des quartiers d'orange dans deux assiettes. Donc je ne sais pas si c'est à la fin d'un pas trop arrosé. Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui ont de la culture, qui ont l'image dans la tête, qui ont réalisé cette chose étonnante, éphémère par définition, mais qui renvoie directement à notre œuvre préférée pour le moment. Et évidemment, tous les artistes de rue ont eu l'occasion de détourner l'image. Ici, c'est une parmi de nombreuses autres de ces œuvres qui surgissent dans la rue, et généralement c'est effectivement seulement les 2 mains qui restent, tout le reste a été supprimé. Ces artistes se concentrent sur ce thème de la rencontre, en fait, de la fusion presque, qui est évidemment le thème de l'œuvre originelle, mais qui est là présenté d'une façon beaucoup plus brute et en même temps beaucoup plus accessible pour des gens qui passent dans la rue. Et puis, alors, il y a celle que personnellement je préfère parce qu'elle résonne très bien avec le monde moderne, qui est celle-là. Qui est quand même très 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 curieuse, où la petite main qu'on a dans nos ordinateurs rencontre la main de Dieu. On a l'impression que tout d'un coup notre époque rencontre celle de Michel-Ange à travers ce tout petit détail qui évidemment est d'une efficacité quand même assez extraordinaire, tout en restant finalement une sorte de clin d'œil au thème initial de Michel-Ange lui-même. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que les choses se déclinent. On a une œuvre célébrissime qui est une œuvre digne, qui est une œuvre religieuse, qui est une œuvre sérieuse, faite par un des grands génies de la Renaissance, avec des intentions évidemment qui sont des intentions plus que nobles. On voit que là, pour le coup, les humoristes n'hésitent pas à détourner, à s'amuser, à créer des images qui, pour certaines d'entre elles, sont assez invraisemblables. Et c'est sans doute l'œuvre de Michel-Ange qui a fait l'objet du plus de détournements et du plus de jeux, finalement, parmi toutes ces œuvres. Les autres, c'est un petit peu différent. On a des réalités qui sont tout de même un petit peu différentes. Si on regarde la Pietà, la fameuse Pietà, qui se trouve au Vatican, alors évidemment ça ce n'est pas la Pietà, c'est une des versions un peu étranges avec Superman cette fois, qui est représentée exactement dans la posture de la Pietà. Je vous la montre maintenant beaucoup plus noblement dans son décor du Vatican. On a une multitude d'utilisations de cette image, et cette image est utilisée très tôt. D'abord parce que, évidemment, le thème de la Pietà, ce n'est pas seulement Michel-Ange qui l'a traité, et le thème du Christ sur les genoux de sa mère est un thème qui a été décliné par tous les artistes et qui donc a fait l'objet, bien évidemment, de copies, d'adaptations, de différentes versions. Celle de Michel-Ange étant évidemment sans doute une des plus fortes, une des plus douloureuses, et c'est normal donc qu'elle ait inspiré autant les artistes. Elle a très clairement inspiré les humoristes aussi, mais elle a inspiré également de nombreux autres aspects de la création ou de la réalité. Beaucoup d'images de scènes nature ont été inspirées du thème de la Pietà et de la mise en scène de la Pietà de Michel-Ange. Ici, c'est une carte postale de la guerre de 14-18 qui montre donc cette image reprenant en fait le thème. C'est évidemment très sérieux. Là, il n'y a pas d'humour, bien au contraire. De la même manière que lorsque Ingmar Bergman, dans Cris et chuchotements, reprend en fait à son compte ce thème de la Pietà, il est dans un hommage direct au thème de la douleur, au thème de la compassion, et on voit très bien que là, non seulement il n'y a pas d'humour, mais que la manière dont l'image de Michel-Ange et dont le thème de la Pietà est détourné est quasi littérale. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, le personnage féminin qui est dans les bras de la jeune femme est quelqu'un
quelqu'un qui a le cancer et qui évidemment souffre beaucoup. Donc on est très très loin de l'humour dans cette scène. Mais c'est pour vous montrer en fait la puissance de cette image de la Pietà qui a été traitée et reprise par tous et que l'on voit ressurgir dans des affiches de films, comme c'est le cas ici avec ce film dont le titre même d'ailleurs renvoie directement au thème de la Pietà, puisqu'il s'appelle Pietà, et la marque Kukai qui pendant toute une période a fait toute une série de publicités en utilisant ce thème de la Pietà de Michel-Ange. Et d'ailleurs les artistes aujourd'hui encore s'intéressent à cela, puisque ici on a notre beau Bernard-Henri Lévy qui trône à côté d'une version de la Pietà de Michel-Ange réalisée par Yann Fabre. On la voit ici dans un jardin à Rome où la Vierge a en fait une tête de mort. C'est une version là aussi quasi littérale, mais qui montre comment aujourd'hui encore cette image de la Pietà de Michel-Ange a une telle force. Et quand même, de temps en temps, les artistes deviennent fous et ils réalisent ce genre d'image, pour moi complètement incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi E.T. remplace la Vierge Marie et pourquoi est-ce que Maître Yoda de Star Wars, parce que c'est vraiment deux univers différents et c'est deux films différents qui n'ont en principe rien à voir avec l'autre. Enfin, tu aurais dit pourquoi est-ce que l'un tient l'autre de cette manière? Je ne sais pas. J'ai cherché, mais je ne sais pas. L'image, évidemment, prête à rire parce qu'elle est complètement décalée, surtout quand on la rapproche de l'original. Ça va assez loin. Pour moi, ce sont des images qui témoignent de la notoriété de l'œuvre originale, mais en même temps, ce sont aussi des images qui intriguent parce qu'on voit que les artistes, les humoristes jouent avec ces images célèbres en allant parfois très très loin dans des télescopages visuels de personnages qui sont difficiles à comprendre. Tous les super-héros, à un moment ou à un autre, se retrouvent dans cette situation. Ici, ce sont les héros de Marvel qui reprennent la posture. Et ici, la couverture d'un comic avec Captain Marvel, où on voit ressurgir, d'ailleurs Yann Fabre s'est visiblement inspiré de ça, où on voit ressurgir exactement la même mise en scène. Vous voyez, si on prend ce thème de la Pietà, on a très très clairement deux réalités. On a une réalité très importante de créateurs qui se sont inspirés de l'image, de la posture, de l'iconographie et de la sculpture de Michel-Ange et du thème de la Pietà de façon sérieuse, en déclinant le thème de la mort, de la souffrance et de la douleur d'une mère à travers d'autres sujets. Et puis il y a des humoristes, des dessinateurs qui n'hésitent pas, même si ce thème est un thème fort, est un thème de douleur, qui n'hésitent pas à jouer avec ce thème et à le détourner. Étrangement, les esclaves de Michel-Ange, que vous avez sur cette scène en copie, ont très peu fait l'objet de détournements. Je les montre uniquement pour signaler cela. Il y a finalement très peu de traits d'humour, de dessins humoristiques, de présence des esclaves de Michel-Ange dans la caricature, dans la publicité, dans l'humour d'une manière générale. Alors ce serait évidemment intéressant d'aller un petit peu plus loin et d'étudier sociologiquement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces sculptures célèbres qui sont très très connues du grand public, qui sont très souvent représentées par ailleurs dans des ouvrages d'histoire de l'art, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas l'objet des mêmes détournements que les deux œuvres que nous venons de voir précédemment. C'est évidemment quelque chose qui serait intéressant à étudier en ayant une discussion avec des créateurs dans le domaine de l'humour. En revanche, ils ont intéressé un architecte. Pour ceux qui lèvent les yeux vers le ciel en se promenant dans Paris, si vous allez dans le 12e arrondissement, le commissariat du 12e arrondissement a été décoré dans la partie haute avec une déclinaison d'esclaves de Michel-Ange. On les voit mieux sous cet angle-là. C'est quand même quelque chose d'assez invraisemblable de voir ainsi cette sculpture surgir multipliée par 12 ou 13 de chaque côté au dernier étage de cet immeuble qui existe. C'est un immeuble qui a été construit en 1991, donc c'est assez récent. Et vous pouvez aller le découvrir dans Paris. C'est simple à trouver, c'est le commissariat du 12e. C'est un des rares exemples de détournement, cette fois étonnamment architectural, des esclaves de Michel-Ange. Alors par contre, le David
qui lui trône aux offices à Florence, le David, lui, il a beaucoup inspiré les gens. Mais il les a inspirés toujours autour un peu du même thème dont on parlait tout à l'heure en introduction de séance. Là, Geluck fait ce clin d'œil à la fois au David et à Archimboldo, qui évidemment, comme vous le savez, travaillait des personnages avec des fruits ou des légumes. Donc le clin d'œil est direct. Comme je vous l'ai dit, il s'intéresse bien à Michel-Ange Geluck. Donc cette immense sculpture qui fait plus de 4,30 m de haut, sculpture très monumentale, impressionnante, qui est donc conservée à la Galerie des Offices à Florence. Vous la voyez sous différents angles. On voit ici très bien le rapport de taille entre le personnage qui est en train de le dépoussiérer et la monumentalité de la sculpture. Cette immense sculpture, elle a beaucoup inspiré les dessinateurs. Très rares sont ceux qui n'ont pas à un moment ou à un autre travaillé à partir du David de Michel-Ange. Alors, il y a des choses très diverses, des petits dessins rapides comme celui-là, où c'est juste la posture du David qui est reprise par ce caricaturiste qui ne raconte pas l'histoire, qui joue juste avec ces formes en les rendant fil de ferrique, si je puis dire. C'est évidemment une manière de rendre hommage à Michel-Ange qui est propre à ce dessinateur. D'autres racontent des petites histoires. Là, évidemment, on parle de David, donc c'est la fronde, donc cette brave concierge se plaint du fait qu'il a cassé une fenêtre. Donc évidemment, il faut comprendre l'histoire parce qu'elle n'est pas forcément lisible au premier degré. Ou celle-ci qui est publiée dans un journal américain où le modèle est en train de poser et où Michel-Ange sort une tête de gorgone d'un sac. Et comme vous savez, quand on regarde la gorgone dans les yeux, on est transformé en pierre. Donc on comprend qu'en fait, le personnage qui est à l'arrière-plan va être transformé en pierre par Michel-Ange. C'est évidemment une référence à la qualité anatomique du travail de Michel-Ange sur cette sculpture gigantesque. Bon, évidemment, on les retrouve parce que c'est pas possible de les éviter. Donc, il se promène dans un musée qui, vous voyez, est un musée là à nouveau imaginaire, et on discute devant le David de Michel-Ange longuement. Et évidemment, là aussi, l'utilisation des petits personnages des Simpsons par rapport à la grande sculpture monumentale de Michel-Ange montre aussi bien d'ailleurs la notoriété de la statue de Michel-Ange que celle des Simpsons, puisque bien sûr c'est évident que cette image maintenant on la retrouve aussi bien avec Léonard de Vinci, avec des grands acteurs. Enfin bref, les Simpsons se sont emparés de tout ce qui existe dans le domaine de la création et de la culture. Mais le thème principal en ce qui concerne le David de Michel-Ange, c'est comment peut-on le rhabiller. Et ça, c'est quand même assez fantastique. Alors évidemment, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure à propos de sa petite... voilà. Donc il y a ça, c'est sûr, indéniablement, mais il y a aussi cette espèce de fascination des publicitaires, des amuseurs, des dessinateurs, à vouloir à toute force rhabiller ce pauvre David. Alors on lui met... Alors évidemment, à chaque fois, c'est toujours des slips, c'est toujours des bermudas, enfin des choses un peu étranges, parfois très destroy, qui évidemment sont des montages amusants qui sont faits à partir de photographies, et parfois ils vont loin parce qu'on ne sait plus très bien pourquoi est-ce que tout d'un coup ces deux personnages sont l'un devant un ciel avec cette espèce de salopette et de ce cravate invraisemblable, l'autre dans l'eau avec sa tenue de plage, et puis des images plus ou moins efféminées, plus ou moins étonnantes, de plus ou moins bon goût évidemment, très, très clairement. Mais on voit qu'à partir de cette sculpture, une des idées premières qui vient aux humoristes, c'est comment rhabiller le David de Michel-Ange. Le mieux peut-être, c'est de lui mettre un tonneau au fond, à choisir, autant y aller complètement et puis se dire que voilà, là il est habillé pour l'hiver, comme on dit. Bon. Mais indépendamment de ça, cette statue est tellement forte que parfois on l'utilise pour délivrer des messages forts. Par exemple, et si on prêtait le David de Michel-Ange aux États-Unis, dans quel état reviendrait-il ? Il reviendrait en mauvais état parce que la nourriture n'est pas bonne là-bas.
Et vous voyez que les gens qui ont fait cette image ont été assez loin parce qu'ils ont mis les noms les noms des marques américaines en dessous qui visent. Alors bon, c'est de la publicité à l'envers, bien sûr, mais ils ont mis ces marques en avant. Bon, voilà, le David est allé aux États-Unis, il est revenu obèse. C'est un peu bécassin, mais disons que l'image fonctionne. Alors, elle existe aussi en version juste avec la partie de droite et pas la partie de gauche, et avec d'autres marques publicitaires américaines. Hein. Visiblement, l'association qui a fait cette image avait beaucoup d'acharnement et ils l'ont multiplié. Et puis, alors, parfois, il y a des images qui sont des images un peu étonnantes. Moi, j'ai toujours pas réussi à ils ont fait cette rencontre au sommet, nos braves dirigeants italiens et allemands, au pied du David de Michel-Ange. Soit c'est un montage, et à ce moment-là, bon, ça n'a pas forcément, ça n'a qu'un intérêt limité. Soit, en revanche, ils ont vraiment fait une conférence de presse au pied du David de Michel-Ange. Et là, quand même, il y avait un tout petit peu d'ego dans la manière dont cette conférence de presse a été mise en scène. Et puis, bon, alors évidemment, il y a parfois des choses qui sont de mauvais goût, mais qui en soi, voilà quoi. Bon, c'est vrai. C'est une vraie installation, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, qui a été montée aux États-Unis et qui restait quelque temps comme ça, avec pendant un été, les gens qui allaient se rafraîchir au pied du David de Michel-Ange. Voilà. Mais ça existe vraiment. Enfin, ça a vraiment existé plutôt. Bon. Alors, par contre, l'image suivante, ça n'a pas existé. Mais moi, genre là, vraiment, je ne comprends plus. Je ne comprends plus pourquoi est-ce que les souricates, qui en soi sont des personnages sympathiques et que, vous savez, c'est hypnotique quand on les regarde à la télévision, on les voit pendant des heures, qui font leurs trous, etc. Pourquoi est-on allé jusque-là? C'est-à-dire, pourquoi est-on allé jusqu'à représenter le David de Michel-Ange avec la tête des souricates et avec des visiteurs qui sont des souricates? Il y a un moment où on ne comprend pas, on tombe dans l'absurde, et en même temps, c'est ce qui fait rire, c'est aussi ce qui fait le certain génie de ces créateurs qui détournent comme ça les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, mais qui les détournent d'une manière qui paraît tellement surprenante et tellement invraisemblable qu'on ne comprend pas bien leur motivation. Alors que, par contre, là, je vais être méchant parce que je ne l'aime pas, mais alors vous êtes sûrement nombreux à l'aimer. Évidemment, il y a parfois des chanteuses qui vont un peu loin, parce que, bon, évidemment, il y avait une séance de photos. Alors, on fait une séance de photos avec Céline Dion et avec le David de Michel-Ange. C'est le vrai, hein, attention. Hein. Bon, alors là, elle est là, bon, on se dit, ça va. Là, par contre, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Quelque part, on a un peu peur pour la sculpture, on a un peu peur pour Céline Dion, peut-être, je ne sais pas. On peut douter, en tout cas, sur l'intérêt de cette campagne de photos qui avait été faite, alors il y a quelques années, hein, ça a plus de 15 ans, mais où, évidemment, on avait utilisé ainsi l'image du David au service de la promotion d'une chanteuse canadienne donc bien connue. Je trouve que ça n'est pas drôle, mais en fait, au deuxième degré, quand on regarde ça de près, on se dit, mais c'est quand même incroyable que quelqu'un, qui que ce soit, aille aussi loin que ça pour sa promotion. C'est-à-dire arrive à se mettre dans les bras comme ça de Michel-Ange, avec la tête quand même, vraiment, bon, enfin, je passe les détails. Et voilà, le pauvre, il a droit à tout, quoi. Il a droit à tout, il est là et il est malheureux avec son chewing-gum. Et alors surtout, parfois les créateurs, et là ce sont des créateurs de dessins animés, livrent des petits bijoux. Donc on va voir maintenant un petit film de dessin animé très court qui le montre, ce brave David de Michel-Ange. J'allais dire dans sa vie quotidienne, non, je ne vais pas exagérer parce que ce n'est pas tout à fait sa vie quotidienne, mais en tout cas on va comprendre ses malheurs. Et vous allez voir aussi que le pauvre, il a une fixation qui est toujours la même, qui va l'entraîner à aller dans un magasin de vêtements. Donc on va regarder le petit film maintenant. Hey, David! Feeling a little cold there? Oh, did Michelangelo run out of supplies? It's so small, and I'm a baby. Oh, hello there.
Name of the Father, the Son, and the Holy Jesus! Finally. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais je trouve que ça résume assez bien ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, comme dernière image, évidemment, il fallait Gottlieb et sa petite coccinelle, évidemment, parce que lui aussi, il a donné sa propre version. J'espère que vous avez compris l'esprit de cette intervention. Évidemment, d'abord, c'est très subjectif. Hein. J'aurais pu choisir des dizaines d'autres images parce qu'il y en a des milliers. J'ai choisi celles qui me paraissaient les plus, soit les plus amusantes, soit les plus significatives d'un certain nombre de regards que les créateurs et les humoristes ont pu avoir à partir des chefs-d'œuvre de Michel-Ange. Mais je suis vraiment persuadé qu'on juge la notoriété d'un grand artiste, on juge aussi la notoriété de ses œuvres, et je dirais, on juge un génie d'une manière générale, à la quantité de caricatures et à la quantité de dessins humoristiques, de détournements qui sont réalisés par les créateurs à travers l'histoire. Là, nous sommes surtout intéressés, je dirais, à des images contemporaines, mais il y a des images plus anciennes qui apparaissent dès la fin du XIXe siècle. Et je pense que c'est ça la notoriété d'un artiste, c'est d'être capable de faire rire, c'est d'être capable de supporter les détournements. Et quand on revient à l'original, en fait, évidemment, on est toujours aussi séduit, on est toujours aussi impressionné, même si on a passé un bon moment avec quelques dessins d'humour qui se sont inspirés des œuvres de Michel-Ange. Je vous remercie de votre attention. Et puis donc, dans une petite heure, vous avez le film L'Extase et l'Agonie qui sera projeté. Sans insister, c'est un film qu'on voit très très rarement en fait. Il est même sur les chaînes spécialisées de cinéma, il est très très rarement montré, alors que c'est une très très belle vision de Michel-Ange, très fortement portée par Charlton Heston, et la qualité de la reconstitution historique à la fois du travail dans la chapelle Sixtine, des relations entre le pape et son artiste est vraiment tout à fait remarquable. Donc si vous avez l'occasion de prolonger un peu votre séjour à l'auditorium, n'hésitez pas à le faire tout à l'heure. Je vous remercie.